On accueille maintenant William El-Kaïm, voilà, qui va nous parler des enjeux de mobilité et de la blockchain. Voilà, merci beaucoup. Donc, passer à ce moment-là, c'est très compliqué car j'ai été spoilé en partie par Gilles et tous les autres. Donc, j'ai été content de ne pas faire de slide. Alors, je vais commencer quand même ma présentation par une citation de Confucius. Je pense que c'est important. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et je pense que c'est vraiment la chose que vous devez garder en tête ce soir. Évidemment, le doigt, c'est le blockchain. Ce qu'il faut regarder, c'est la lune. Alors, qu'est-ce que c'est que la Lune ? Eh bien, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout est centré sur la communauté. Quelle communauté ? Pourquoi faire ? Comment vous la gérez ? Et surtout, comment vous allez pouvoir décentraliser les interactions entre cette communauté ? Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on a le plus de difficultés à comprendre. Alors moi, j'ai fait toute ma carrière, j'ai fait toutes mes études à l'université, donc je comprends très bien ce que c'est que la décentralisation. Mais c'est très, très difficile aujourd'hui. Et je pense qu'il faut s'imaginer des petites organisations. Pensez un peu à la résistance, aux cellules communistes, des gens qui ne se connaissent pas, qui interagissent ensemble pour un but commun. Et ça va atteindre tous les niveaux, que ce soit l'enseignement et en partie, bien évidemment, la mobilité, parce que c'est dans la mobilité qu'il y a le plus de mouvements en ce moment, de plus d'innovation, de création. Regardez Blablacar, regardez toutes les personnes qui vous permettent de vous déplacer. Alors, vous pouvez utiliser des Twizy, vous pouvez utiliser des motos, vous pouvez utiliser des scooters électriques, des Tesla. On n'arrête plus. Mais personne ne se fait confiance. Donc, quand on va vouloir acheter un déplacement, quand on va vouloir être capable de prendre un Autolib et un Vélib, ce n'est pas possible parce qu'il faut 13 cartes. Donc, il faut une voiture pour porter les cartes et une voiture ensuite pour se déplacer. Donc, ça ne va pas être possible. La deuxième chose qui est très importante, qu'il faut bien comprendre, c'est que ces communautés, elles sont faites de gens et que ces gens, comme la Terre est plate, le monde est plat, elles n'ont plus d'importance. L'importance, c'est plus la distance, c'est plus votre origine sociale, c'est plus l'endroit géographique où vous vous trouvez, sauf dans un cas, dans la mobilité. Dans le cas de la mobilité, la notion de territoire est très importante. Si vous êtes sur Saclay, si vous êtes sur La Défense, il y a une importance très importante sur le lien entre le physique, donc comment on se déplace, où on va, combien de temps on met, combien ça coûte, et le digital. Et là, on se rend compte que la Terre n'est pas plate. Chez Transdev, on a des grands cars, et je peux vous dire qu'il faut les déplacer, les cars, et les gens, quand les cars ne sont pas à l'heure, ils ne sont pas contents. Donc du coup, on va devoir arriver à gérer ces communautés et leur permettre de se développer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une nouvelle tendance, grâce à la transformation numérique, a été de permettre, via des plateformes, Uber est la plus connue, mais il y en a plein d'autres dans le tourisme, Airbnb, via des plateformes d'automatiser et d'offrir à ces gens-là tous les éléments dont ils ont besoin pour interagir. Alors, on peut très bien imaginer des plateformes étoiles noires, donc les Death Stars, celles qui prennent tout l'argent et qui les envoient ailleurs et qui ne rétribuent pas leurs pauvres utilisateurs, ou on peut au contraire imaginer des nouvelles plateformes de coopératives qui vont permettre de créer de la valeur et en même temps de redistribuer cette valeur aux gens qui participent à la plateforme. On a déjà parlé de la Zouz. La Zouz, c'est exactement ça. Vous avez une voiture, vous conduisez, vous mettez votre iPhone. Plus vous conduisez, plus vous gagnez de Zouz. Bon, ce n'est pas des blockchains, ce n'est pas des bitcoins, ça s'appelle des Zouz. Voilà, donc vous gagnez des Zouz, vous faites venir des gens sur la plateforme, vous gagnez des Zouz. Vous voulez vous déplacer, vous donnez des Zouz. Voilà. Donc, et la Zouz, c'est même pas une entreprise, ça n'existe pas. Alors, laissez expliquer ça, c'est difficile. Par contre, il y a une plateforme, c'est complètement décentralisé. Et quelque chose d'extraordinaire dans la Zouz, c'est que tout est géré, toutes les relations, tous les calculs d'échange entre combien de Zouz je gagne, combien j'en perds, tout est automatisé. Il n'y a pas d'être humain. Et ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre jusqu'où on peut aller. Par contre, les gens qui ont fait ça, clairement, ils ne veulent pas gagner d'argent. Mais ça permet à des communautés de s'auto-organiser et surtout de créer des règles. Parce que tout le monde sait que la netiquette et les avis, ça vaut ce que ça vaut, mais blockchain, c'est quand même plus sérieux. Donc, ça, c'est le premier cas. Dans un autre cas dans lequel je peux vous parler, sur lequel on réfléchit, alors pas dans le cadre de la blockchain, mais chez Transdev en particulier, vous savez qu'en France, on aime bien les lois, donc il y a une nouvelle loi qui s'appelle le plan de déplacement entreprise, qui fait que normalement, chaque entreprise, maintenant, est obligée de créer des plans pour réduire les émissions de CO2, le nombre de voitures, et donc sur les trajets qui vont de chez vous, domicile, travail et professionnel. Et elles vont devoir rendre des comptes là-dessus. Et bien évidemment,
les entreprises d'aujourd'hui se trouvent un peu embêtées. Les entreprises, comme je vous l'ai dit, elles sont sur un territoire et ce territoire dispose d'un certain nombre de possibilités de mobilité. Donc il y a les transports publics, il y a les transports légaux, officiels, taxis, VTC, et il y a les transports ésotériques. Et vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont pressés, qui veulent accéder à tous ces transports-là. Évidemment, comme on l'a déjà dit, quand on ne se connaît pas, on ne se fait pas confiance et qu'on veut rentrer sur une plateforme, eh ben, c'est compliqué. Le blockchain va permettre ça, va permettre à beaucoup de transporteurs, notamment micro ou hyper locaux, de rentrer sur des plateformes décentralisées, sur des territoires spécifiques et de travailler avec des entreprises pour leurs employés. Donc tout cela va permettre de créer des écosystèmes très régulés, entre guillemets, à l'intérieur, mais qui sont complètement ouverts à l'extérieur. Donc c'est sûr que si on regarde le Bitcoin et sa vision mondiale hégémonique, on peut comprendre la difficulté d'imaginer un système mondial. Mais imaginez le même type de système au niveau hyper local, autour de chez vous ou dans les rues attenantes, ou sur une zone prédéfinie. Ça peut avoir beaucoup de valeur. Donc on y réfléchit beaucoup à ça. Et là, du coup, la question qui se pose, c'est à quoi ça va servir le blockchain ? Ça va servir justement à permettre à des nouveaux entrants, donc des nouveaux fournisseurs de mobilité, d'être disponibles. Ça va permettre à des entreprises de choisir les opérateurs de mobilité avec qui ils veulent travailler. Ça va permettre aussi de suivre comment les gens se déplacent. Donc beaucoup d'informations, rappelez-vous, c'est pseudo-anonyme. Donc ça donne beaucoup d'informations sur les déplacements, qui part à quelle heure, il va où, il fait quoi, sans qu'on sache qui vraiment c'est. Et la dernière chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important dans la gestion des communautés, c'est la gamification. C'est les jeux. Pareil dans la Zooz, quand on va essayer de donner des points, on va essayer de donner un peu d'argent. Bon, c'est pas du vrai argent, mais on peut toujours à un moment donné revenir à du Bitcoin, pour ceux qui veulent gagner de l'argent. Et c'est vrai que ces jeux de gamification sont très importants parce que c'est ce qui va permettre de faire changer les comportements. Donc ça c'est une deuxième chose. Et il faut aussi bien comprendre que le blockchain n'est absolument pas visible de l'utilisateur. Alors nous, on en parle depuis tout à l'heure, mais vous n'aurez qu'une application mobile. Vous ne verrez pas ce qu'il y a derrière. C'est complètement caché. Le dernier point qui est, alors il faut le voir pour le croire, qui est aussi tout aussi intéressant, c'est les makers dans le domaine des véhicules. Donc figurez-vous qu'il existe beaucoup de très bons ingénieurs en France qui ont créé des voitures open source, voire des plateformes pas totalement open source, mais sur laquelle vous pouvez construire votre propre voiture. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est des voitures que vous avez le droit de construire pour vous-même. Donc, il y a 3 types de moteurs. Généralement, les gens prennent des voitures électriques. Ça coûte 15 000 €. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous voulez mettre un écran comme celui de la personne qui était avant moi, là, un PC 23 pouces. Vous pouvez avoir ça dans votre voiture. Vous pouvez avoir des enceintes immenses. Vous pouvez... La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'il faut la faire mettre en œuvre ou la faire installer par un installateur agréé. Et là, la blockchain, c'est parfait. Vous achetez votre plateforme, vous achetez tous les éléments de votre voiture. Là, vous avez des smart contracts qui vous disent « Ah, tu ne peux pas mettre une lampe halogène sur une voiture. Il faut que tu mettes une lampe un peu spécifique. » Donc là, vous avez des smart contracts qui vont vous permettre de contrôler qu'est-ce que vous mettez aux interfaces. Vous allez avoir une blockchain qui va vous permettre de suivre le cycle de vie de votre voiture tout au long de sa vie. Qu'est-ce que vous avez eu comme sinistre? Qu'est-ce que vous avez pu faire comme travaux dessus? Et puis, bien sûr, si vous voulez la prêter, imaginez un Blablacar complètement décentralisé avec des voitures qui, entre guillemets, s'autogèrent elles-mêmes. Et là, on arrive presque au rêve de Google avec les voitures autonomes, où là, chaque voiture va être responsable de ses actes. Alors, c'est un peu délirant ce que je dis, mais quand vous avez 2 voitures autonomes qui se rentrent l'une dans l'autre, c'est qui paye? À mon avis, ça va être l'algorithme. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus, mais ça va impacter énormément les assurances. Et donc, l'algorithme est quelque chose qui va devenir important. Et il va y avoir quelques petits problèmes sur ces sujets-là, parce qu'on va vouloir savoir qui contrôle les algorithmes, en cas de problème, qui est responsable. Et aujourd'hui, on n'en est pas loin. Donc, comme on est dans la mobilité, que la mobilité, c'est compliqué, qu'il faut du territorial, qu'il y a du public, que c'est réglementé, qu'il y a aussi du privé et que ça bouge très vite avec des plateformes immenses, l'ADEME a eu une idée très ingénieuse de se dire, si on veut faciliter l'innovation, si on veut pouvoir se créer de nouveaux modèles ou de nouvelles innovations disruptives, il va falloir qu'on s'organise. Et donc, ils ont émis, via un objet qui s'appelle, on ne va pas appeler ça un objet, on pourrait même appeler ça
un ovni qui s'appelle la Fabrique des mobilités, un espèce d'écosystème complètement distribué et lui aussi décentralisé, où chacun vient et amène ce qu'il veut. Et l'un des objectifs de la Fabrique des mobilités, c'est de permettre à des partenaires qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance éventuellement, donc un territoire, une route, un transporteur qui prête un car, des gens qui viennent avec du logiciel, et on expérimente des choses. Et ça permet aussi d'avoir, si on est sur une ligne de carte, d'avoir immédiatement des dizaines et des dizaines d'utilisateurs, ce qui permet de tester en situation réelle. Et l'autre intérêt de la Fabrique des mobilités, c'est que l'un des objectifs clés de la Fabrique des mobilités, c'est de produire des communs. Donc l'open source, bien sûr, donc pour les plateformes de voitures, pour les plateformes open data, et l'open data, j'ai bientôt fini, l'open data qui est aussi tout aussi important que l'open source. Il faut les données plus les moteurs pour les manipuler. Donc les données, les moteurs et les algorithmes, c'est vraiment la clé de ce que l'on va devoir gérer. Et une fois qu'on a réussi à regrouper toutes ces personnes-là et qu'on a réussi à créer des communs, l'objectif, c'est de créer de l'entraînement. Alors, on n'a pas de Zouz, nous, mais on veut permettre au projet suivant de réutiliser ces communs pour rajouter par-dessus. Et l'un des communs dont on a besoin aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, hein, c'est une plateforme qui nous permettrait justement d'avoir du blockchain pour la mobilité as a service. C'est-à-dire que nous, on a plein de projets, plein de use cases, mais on n'a pas encore tout à fait la technologie. Et ça, c'est un petit peu aujourd'hui compliqué pour nous. Voilà, donc je vous invite à regarder, comme tous mes prédécesseurs, la Fabrique des mobilités, c'est sur Internet. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de Bitcoin, mais on s'éclate. Merci beaucoup.